Chaque année, plus de 50 000 Canadiens sont victimes d'un accident vasculaire cérébral majeur. Et chaque année, des milliers d'entre eux s'en sortent quasi indemnes. C'est en grande partie à cause des recherches faites par l'éminent neurologue canadien, le Dr Antoine Hakim. Le Dr Hakim est né en 1942 à Montréal. Le fils de réfugiés arméniens, ses parents ont vite compris que c'était l'éducation qui allait permettre à leurs enfants de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le jeune Antoine a d'abord fait des études en génie chimique. Un travail dans les sables bitumineux de l'Alberta lui a fait comprendre que la chimie n'était plus sa voie. Il se tourne donc vers la médecine et c'est à l'Institut de neurologie de Montréal que le docteur Hakim comprend les effets dévastateurs des accidents vasculaires cérébraux. C'est là qu'il décide de trouver une façon de venir en aide aux victimes. Sa solution, diagnostiquer l'AVC rapidement et administrer le médicament pour faire dissoudre le caillot de sang qui cause l'AVC, une pratique qui est utilisée partout dans le monde aujourd'hui. Docteur Hakim, bonjour. Bonjour. Bon, commençons par le début, commençons par les AVC. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est un AVC, mais qu'est-ce qui cause un AVC? D'abord, il y a pas juste une sorte d'AVC. Et ça, c'est très important comme un petit détail, mais les AVC, en général, un AVC que le patient va sentir, donc tout d'un coup, et c'est ça la définition, tout d'un coup, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils pouvaient faire il y a quelques instants. Un bras qui est plus faible, une difficulté à la parole, une patte qui traîne. Et ça, c'est parce qu'il y a un caillot de sang qui est parvenu de quelque part, en général le cœur, qui se promenait, puis là, il va occlure un vaisseau sanguin, une artère qui alimente une partie du cerveau qui est affectée. Pour cela, et ça c'est très important, pour cela, il y a maintenant un médicament. Parce qu'il s'avère que quand le caillot de sang vient se loger et diminue la perfusion sanguine à une partie du cerveau, le cerveau ne meurt pas instantanément. Il y a quelques heures où cette occlusion peut continuer sans qu'il y ait un dommage irréversible. Alors, si le patient se rend compte qu'il y a un problème, probablement un AVC, et la définition est très simple, tout d'un coup, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, et il appelle les ambulanciers qui l'amènent à une urgence qui est prête à recevoir le patient. Ils peuvent rentrer sur une civière puis retourner chez eux à pied ou dans leur auto parce que le médicament fonctionne très bien. Et ça, en quelque part, c'est grâce à vous. Ça fait partie de votre recherche, vos équipes de recherche qui ont découvert cela. J'ai eu ma part de contribution là-dedans, mais je ne peux pas dire que ça a été ma découverte. Ça a été fait tout doucement par plusieurs équipes, quasiment à la fois. J'étais à Montréal, à l'Institut neurologique de Montréal, puis c'est là qu'on a pu distinguer, en fait, avec l'imagerie cérébrale un peu spéciale qu'on avait à l'Institut neurologique de Montréal, distinguer entre ces différentes parties du cerveau quand il y a eu une occlusion cérébrale. Pour découvrir ce qui se passe chez le patient, le patient doit appeler les paramédics, les ambulanciers. Faut qu'ils se rendent à l'hôpital. Faut que les ambulanciers, les paramédics soient formés. Il faut que l'hôpital soit équipé pour recevoir ce patient-là. Au moment où on se parle, à quel point est-ce que les gens sont formés? À quel point les hôpitaux sont équipés? Alors, vous venez de décrire tous les efforts qui ont été faits par le réseau canadien contre les accidents vasculaires. Un réseau de centres d'excellence qui est né en 2001, au moment justement que ce médicament est devenu disponible. Mais on se rendait compte qu'il n'y avait que 2% des accidentés cérébrovasculaires qui, primo, reconnaissaient « Ah mon Dieu, c'est un accident cérébrovasculaire, c'est un stroke », qui appelaient les ambulanciers qui arrivaient rapidement. En ce moment, les ambulanciers, les paramédics disaient il n'y a pas grand-chose à faire, je ne vais pas me presser. Puis il a fallu faire des cours pour leur faire comprendre qu'au contraire, il y avait des choses à faire.
Il les amenait à l'urgence qui n'était pas peut-être prête à recevoir parce que il faut que l'imagerie cérébrale soit disponible, il faut que l'urgentologue soit déjà en pratique de donner ce médicament-là. Donc, il a fallu que nous donnions des cours à nos urgentologues, que nous les convainquions que ce médicament était... Parce que ce n'est pas un médicament qu'on donne à n'importe qui, n'importe comment. Il faut faire l'imagerie cérébrale, s'assurer, par exemple, que ce n'est pas une hémorragie cérébrale. Vous imaginez si on donnait un médicament contre un caillot de sang, c'est en fait une hémorragie cérébrale. Donc, il a fallu organiser tout ça. Et vous avez très bien décrit les efforts qu'il a fallu qu'on fasse à travers le pays d'un bout à l'autre. Alors, si au moment qu'on a commencé ou qu'on a fait cette découverte, il y avait à peu près 2% des hôpitaux qui étaient capables d'accueillir les patients, on est rendu où aujourd'hui? On est rendu à 40%, qui est quasiment le maximum. Ça va peut-être être un 45%, mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que, primo, il y a des patients qui vont s'améliorer en route. À ceux-là, on ne donne pas des médicaments pour éliminer un caillot de sang qui n'est plus là, puisque le patient s'est amélioré. Il y a d'autres patients qui vont avoir une hémorragie cérébrale, donc on ne va pas leur donner ce médicament-là. Donc, en tout et pour tout, on pense que peut-être la moitié des patients vont mériter ce médicament. Et nous sommes arrivés aux urgences qui sont déjà désignées pour recevoir les patients, à 40% des patients qui s'amènent à l'urgence dans les limites de temps nécessaires. Donc on parle le plus vite possible. Parce que, bon, le cerveau retient son souffle, si vous voulez, mais il ne peut pas faire ça ad vitam aeternam. Et bon, vous dites qu'on a quelques heures, de 2 à 4 heures environ, pour se rendre à l'hôpital ou pour téléphoner aux ambulanciers. Si on n'arrive pas à faire ça dans les délais, qu'est-ce qui arrive? Alors là, le patient est pris avec une partie du cerveau qui a été endommagée. Le message très important à passer, c'est que même ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Dans le sens que le cerveau n'aime pas être handicapé. Il faut commencer par ça. Le cerveau n'aime pas être handicapé. Si le bras est faible, le cerveau essaye de trouver un moyen pour contourner la partie du cerveau qui a été endommagée en exigeant qu'une autre partie du cerveau qui n'a pas l'habitude de servir le bras affecté, en fait, prend la relève. Mais là, c'est très important. C'est un dialogue qui se fait entre le patient et le cerveau. Il faut que le patient le veuille. Il faut que le patient insiste que je veux que mon bras améliore. Donc, le cerveau comprend ce message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le patient commence à ignorer ou à éviter le bras qui est faible et utilise le bras qui est fort, le cerveau dit « Ah, c'est parfait, je te laisse tranquille, je te redonne pas le bras qui a été affaibli. » Donc, le patient, ce qui n'est pas, si vous voulez, évident, doit essayer de ne pas utiliser le bras qui est fort, mais forcer le bras qui est faible. Et c'est partout la même chose. Si c'est la parole qui a été affaiblie, il faut faire la même chose. Il faut insister à parler malgré le fait que ce n'est pas évident. C'est pour dire qu'il y a des améliorations très importantes qui peuvent se faire après un accident cérebrovasculaire. Il ne faut pas oublier. D'où l'importance de la réadaptation. Voilà. Et la réadaptation, ça, c'est autre chose qu'il faut le dire, qu'il faut le mentionner. La réadaptation peut continuer pour le restant de la vie du patient. Ça veut dire que parfois on dit « Ah, j'ai pas eu de la réadaptation les 2 premiers mois. » Ça veut dire que c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. We know what it's like working in silos, and we know that it's tough to break down those silos. How did that happen? Was there any backlash? Was there any reticence amongst people to get that going? Well, that's where Tony really came in, because he's the consummate diplomat. He just can smooth over people, get them working together, and he had that credibility that he brought to the table as both a basic scientist, but also a practicing neurologist. So he was able to speak to many people
and have them see the value of perhaps leaving behind their own area of interest and starting to work together. So for the first time in the first few years of the network, we had, people who'd never even heard of each other work together. So, physiatrists working with basic scientists who were looking at animal models of recovery, and just these amazing connections that were starting to happen, and their eyes were opening. So, Tony had a great, great influence on the community. Un chercheur va suivre les pistes qui lui sont offertes. Aujourd'hui, je peux être dans les accidents vasculaires, demain, je serai dans autre chose. Pour moi, ça a été un peu une longueur de vie dans les accidents vasculaires parce qu'il y avait tellement à découvrir, tellement à changer. Docteur Hakim, on ne se serait pas attendu à ce que le jeune Antoine Hakim devienne un neurologue de renommée internationale. Je pense qu'on peut dire que vos origines sont quand même assez modestes, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai vécu dans une famille où l'emphase était sur l'éducation. Il le savait bien, c'était la façon de s'en sortir un peu du carcan de la pauvreté, si vous voulez. Puis, donc, je savais très bien comment obtenir des récompenses de mes parents. Leur approbation, c'était d'apporter des bonnes notes. Donc ça a été inculqué dans nos têtes dès le jeune âge. Alors, c'est un peu pour ça. Puis, j'ai commencé à faire du génie. Parce que j'aimais beaucoup les mathématiques, j'étais très bon là-dedans. Alors, je suis devenu ingénieur, j'ai travaillé dans les sables bitumineux en Alberta pendant un bout de temps pour me rendre compte qu'en fait, ça me faisait pas tellement plaisir d'aller chez moi chaque soir couvert d'huile. Puis ce qui me manquait, et ça, on se découvre avec le temps, ce qui me manquait, c'était pas suffisant d'être bon en mathématiques. J'aimais aussi beaucoup parler avec du monde, essayer de leur donner un coup de main. Puis là, je me rappelle, en Alberta, je m'étais entouré des gens qui voulaient apprendre le français. Enfin, que tout d'un coup, à l'heure du midi, je donnais des leçons de français. Alors, ça m'intéressait beaucoup de travailler avec des gens. Puis, alors, je suis arrivé à un point où j'étais confus. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que ce n'était pas travailler dans les sables bitumineux. Alors, vous avez quitté l'Alberta, vous êtes rentré chez vous à Montréal. Je suis retourné chez moi à Montréal. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'ai enseigné dans une école secondaire parce que je voulais ne rien faire qui m'était habituel. Juste question de... Je savais que c'était pas pour la vie, je voulais juste prendre le temps de penser. C'était Expo, c'était Montréal, il faisait beau y vivre. Alors, je me suis amusé comme un fou pendant une année, à la fin de laquelle j'ai dit, moi, c'est plus médical. Puis, mais je suis déjà ingénieur, alors ce que je vais faire, je vais devenir ingénieur biomédical. Puis là, pendant que je prenais des cours pour le génie biomédical, mes professeurs m'ont dit, mais toi, tu ferais un bon médecin. Hein? Si tu faisais application pour la médecine, on va te prendre. Ouh, ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Voilà, justement. Alors, j'ai fait la médecine, puis là, j'ai fait la neurologie à l'Institut de neurologie de Montréal. J'ai travaillé avec des professeurs qui étaient les géants de la neurologie. Alors, avec cette formation que j'ai reçue chez tout ce monde-là, c'était là que je me rendais compte qu'un patient accidenté cérébrovasculaire, dans les années 80, même 90, on disait, bon... c'était fini, quoi. Voilà, on va les rendre confortables, puis on va essayer de les aider à surmonter leurs déficits, mais dire que c'était urgent de faire quelque chose, ça, c'était du jamais vu. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour ces gens-là? Quand on a découvert qu'il y avait, malgré le fait que le patient avait, disons, pour prendre un exemple, une faiblesse dans le bras et dans la jambe avec un accident cérebrovasculaire, peut-être que la faiblesse dans le bras était due à la partie du cerveau qui était irréversiblement endommagée, mais peut-être que la faiblesse dans la jambe était due à une partie du cerveau qui était encore très vivante, mais
un peu en difficulté, disons. Alors c'est là qu'on a commencé, d'après les recherches qu'on faisait dans le laboratoire, à dire « Ah, et qu'est-ce qui arriverait si on redonnait à cette partie du cerveau qui serre la jambe son débit sanguin ?» Puis là, tout d'un coup, dans le laboratoire, eh bien, la jambe revenait. Alors c'est là qu'on a essayé de trouver la cause. On la connaissait déjà, c'était des caillots de sang, mais un médicament qui faisait fondre ces caillots de sang, ça, c'était vraiment l'étape qui nous manquait et qui nous était nécessaire. Quelle a été la réaction ici au Canada et à l'échelle internationale par rapport à cette découverte? Au début, c'était « je ne le crois pas, c'est trop tard, le cerveau ne peut pas rester en suspens pendant des heures ». On s'est rendu compte qu'il y avait une ignorance très étendue sur les symptômes des accidents cerebrovasculaires. Les patients disaient « Ah, mon bras est devenu faible, je vais aller me coucher parce que peut-être que je suis trop fatigué, ou j'ai mal dormi hier, ou j'ai une indigestion, c'est pour ça que j'ai un bras qui est faible. » Le défi le plus important, c'était l'éducation de la population. En travaillant avec la Fondation des maladies du cœur, le réseau a pu établir des programmes d'information pour éduquer la population. Un accident cerebrovasculaire, non, tu ne te couches pas, tu t'amènes à l'urgence. Vous étiez combien à travailler sur ce projet-là? Tout un pays. Oui. Tout un pays de neurologues, de chercheurs, et les recherches continuent parce qu'on veut savoir encore davantage comment le cerveau récupère, comment est-ce qu'on pourrait accélérer la récupération. Il y a tout un effort qui se fait de ce côté-là. Les cellules souches, est-ce que ces cellules-là pourraient jouer un rôle à redonner au cerveau son activité normale? Il y a tout un nouveau programme de recherche qui a été établi à partir de ces recherches-là. Mais chacun avait son rôle à jouer. Ça a été un travail d'équipe incroyable. Quelle importance ou quel impact est-ce que cette façon de faire a eu sur les patients, non seulement ici au Canada, mais c'est quelque chose qui est pratiqué partout dans le monde, n'est-ce pas? En fait, je dérive énormément d'orgueil, si vous voulez, en bon Canadien, qu'aujourd'hui, on parle partout dans le monde du système canadien contre les accidents cerebrovasculaires. C'est que un peu toute cette trajectoire qu'on a suivie pour arriver au point qu'il y a tant d'accidents cerebrovasculaires qui reçoivent les médicaments au bon moment, ça a pris un effort qui n'était peut-être pas possible ailleurs. Donc, il a fallu travailler avec tous les paliers de gouvernement, donc avec les patients, avec les médecins, avec les urgentologues, avec les ambulanciers, avec nos gouvernements, pour arriver à ce qu'on appelle le système canadien contre les accidents cerebrovasculaires. Vous visitez, vous avez quand même des patients, Oui. même si vous êtes un grand chercheur de renommée internationale, on peut tomber sur vous comme neurologue. Tout à fait. J'espère que vous ne tomberez pas. Ou que vous... Well, let's talk about this network. What does it do and what is the impact it had on stroke victims? Well, I can't even begin to say what the impact was. I think it actually transformed stroke in Canada, because when the network first came to be, and it was really Tony's vision that brought together all of these people from across Canada to focus on stroke, there were things that we knew you could do to help them, but because the system was a little uncoordinated, people weren't talking to each other, the best knowledge wasn't getting out to the people who needed it, people were suffering. Revenons au AVC et au modèle canadien qui permet de sauver des vies si le patient est traité de façon rapide. C'est bien beau ça si on est en milieu urbain, mais si on vit dans une région éloignée, milieu rural, dans le Grand Nord par exemple, qu'est-ce que l'avenir réserve à ces gens-là? Alors, le réseau canadien va se terminer d'ici un an et demi. On s'est taillé un projet pour finir en beauté, comme on dit. Et ça, c'est le projet télé-AVC. Ça veut dire qu'un patient qui a accès à une imagerie cérébrale qui
permettrait à son entourage de décider si oui ou non c'est une hémorragie cérébrale. Donc, le patient a un accident cérebrovasculaire, s'amène à un CT scan, à un scanner, puis là, on s'assure qu'il n'y a pas de sang dans le cerveau. C'était pas une hémorragie. Ce qu'on voudrait, c'est d'éviter la nécessité d'avoir un médecin spécialiste tout près. On peut communiquer avec télé-AVC en envoyant des images à un médecin qui peut être dans une grande ville bien plus au sud. Donc, pour donner à nos concitoyens qui habitent dans les régions éloignées, à condition qu'ils puissent avoir accès à un scanner. Et ça, les scanners, c'est juste une question d'argent. Je veux dire, vous savez, à Terre-Neuve, il y en a des scanners, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de spécialistes qui sont tout près. Alors, on essaye de faire de façon que la communication se fasse très rapidement entre les résultats du scanner et le spécialiste qui peut être à des centaines de kilomètres plus loin. Bon, on a beaucoup parlé de ces AVC qui sont majeurs, quoi. Voilà. Mais il y a également d'autres types d'AVC qui font en sorte qu'on ne se rend même pas compte qu'on est victime. Vous avez tout d'un à fait accident raison. cérébral. Alors, il y a des accidents vasculaires qui sont sournois, qui ne se déclarent pas d'une manière aussi importante, parce que c'est les petites artères qui sont occlues plutôt que les grandes. Alors, le patient peut ne se rendre compte peut-être que d'un petit problème passager de quelques secondes, ou, en fait, ne se rend compte de rien. Mais avec le temps, quand ces petits accidents vasculaires sournois s'accumulent, il y en a 2 dans le cerveau, il y en a 3 dans le cerveau, le patient commence à se rendre compte que sa mémoire n'est pas aussi bonne, que sa jugeote n'est pas aussi bonne, il ne peut pas prendre des décisions aussi rapides. Il rentre à la cuisine, puis il ne sait pas pourquoi il est là. Bon, il ne faut pas paniquer quand ça arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde. Avec l'âge, ces choses-là arrivent. Mais quand ça devient chronique, quand ça devient un problème important, il faut amener ça à son médecin, parce qu'une imagerie cérébrale va nous montrer ces petits accidents cérébroscolaires. Mais disons-le tout de suite. Qui en souffre de ces petits accidents cérébroscolaires? C'est les gens qui ont les facteurs de risque vasculaire. Et c'est quoi? Primo, l'hypertension. Parce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque très important et pourtant, ça se mesure très facilement. Ça se mesure n'importe où, dans n'importe quelle pharmacie. Vous pouvez rentrer, ça coûte rien. Vous pouvez prendre les résultats, aller chez votre médecin de famille pour qu'il décide ou qu'elle décide si oui ou non vous avez besoin d'être examiné. Je voudrais le répéter à nos concitoyens que c'est le facteur de risque le plus important et pourtant, c'est le facteur de risque qui est le plus ménageable. Mais justement, on peut prévenir les accidents cérébrovasculaires. Voilà, tout à fait. Cette grande découverte que vous avez faite, qui a changé des vies, pas juste au Canada, mais partout dans le monde, est-ce que c'est un point final ou est-ce que c'est un point de départ? C'est un point très important dans la trajectoire des accidents vasculaires. Pouvoir traiter ces accidents vasculaires, à condition que le médicament soit donné à temps, est vraiment un pas en avant qui est très, très important. Pourquoi? Parce que ça a ouvert tout un univers de travail, tout un univers de recherche pour nous. Est-ce que les gens s'améliorent? Oui. Est-ce qu'on peut accélérer l'amélioration? Oui. La réadaptation, très important. Y en a-tu des sortes de réadaptation? Oui, en fait. Il faut d'abord qu'on puisse convaincre le patient de ne pas, si vous voulez, démontrer de la paresse, dans le sens que le bras qui est faible, il faut l'encourager à fonctionner. Bon. Le contrôle des facteurs de risque, ça aussi, c'est très important. De plus en plus, vous et moi et tout le monde, on est pressé parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on n'a pas le temps, donc on prend l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Quand on est dans notre auto, quand on va faire du shopping, on fait le tour 3 fois pour trouver la place le plus près de la porte, plutôt que de dire, bon, il y a énormément de place ailleurs, je vais aller un peu plus loin, puis je vais marcher. Non, mais ne marchez pas, courez un peu. Hein. Alors,
pour moi, l'activité physique, c'est pas de rentrer dans un club puis aller le soir. Bon, on n'a pas le temps pour faire ça. L'activité physique, c'est quelque chose que vous faites durant votre journée tout le temps. Alors, pour moi, c'est très important de se rappeler que c'est multifacteur. Le plus dommageable, c'est l'hypertension artérielle qui est facilement mesurée, facilement traitée. Mais en plus, le tabagisme, la vie sédentaire, l'embonpoint, puis bon. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. Donc, le fait est que les accidents vasculaires sont une source majeure de démence, de manque de mémoire, de difficultés au travail. Et pourtant, c'est contrôlable, c'est évitable. Docteur Hakim, merci beaucoup de cet entretien. Avec grand plaisir. Merci d'être venu. There is huge interest in what is the right thing to do. How do I protect my brain from becoming demented over time? We all want to live forever and not be, and have quality of life. It's not just about years. It's also about living well. So I think there is huge interest in how one. The other day I came across an obituary that was very interesting. Joe Smith died at the age of 94 unexpectedly. And you say, wait a minute. He was expecting to live. When do you expect to go? So, I mean, we have to respect that. That's the new way that people think is, I want to live a long time and I want to live well. It's not just about long years. Il se tourne donc vers la médecine et c'est à l'Institut de neurologie de Montréal que le docteur Hakim comprend les effets dévastateurs des accidents vasculaires cérébraux. C'est là qu'il décide de trouver une façon de venir en aide aux victimes. Sa solution, diagnostiquer l'AVC rapidement et administrer le médicament pour faire dissoudre le caillot de sang qui cause l'AVC, une pratique qui est utilisée partout dans le monde aujourd'hui. Docteur Hakim, bonjour. Bonjour. Bon, commençons par le début, commençons par les AVC. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est un AVC. L'urgence qui est prête à recevoir le patient, ils peuvent rentrer sur une civière puis retourner chez eux à pied ou dans leur auto parce que le médicament fonctionne très bien. Et ça, en quelque part, c'est grâce à vous. Ça fait partie de votre recherche, vos équipes de recherche qui ont découvert cela. J'ai eu ma part de contribution là-dedans, mais je ne peux pas dire que ça a été ma découverte. Ça a été fait tout doucement par plusieurs équipes, quasiment à la fois. J'étais à Montréal, à l'Institut neurologique de Montréal, puis c'est là qu'on a pu distinguer, en fait, avec l'imagerie cérébrale un peu spéciale qu'on avait à l'Institut neurologique de Montréal, distinguer entre... Chaque année, plus de 50 000 Canadiens sont victimes d'un accident vasculaire cérébral majeur. Et chaque année, des milliers d'entre eux s'en sortent quasi indemnes. C'est en grande partie à cause des recherches faites par l'éminent neurologue canadien, le Dr Antoine Hakim. Le Dr Hakim est né en 1942 à Montréal. Le fils de réfugiés arméniens, ses parents ont vite compris que c'était l'éducation qui allait permettre à leurs enfants de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le jeune Antoine a d'abord fait des études en génie chimique. Un travail dans les sables bitumineux de l'Alberta lui a fait comprendre que la chimie n'était plus sa voie. Mais qu'est-ce qui cause un AVC?
D'abord, il n'y a pas juste une sorte d'AVC. Et ça, c'est très important comme un petit détail, mais les AVC, en général, un AVC que le patient va sentir, donc tout d'un coup, et c'est ça la définition, tout d'un coup, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils pouvaient faire il y a quelques instants. Un bras qui est plus faible, difficulté à la parole, une patte qui traîne. Et ça, c'est parce qu'il y a un caillot de sang qui est parvenu de quelque part, en général le cœur, qui se promenait, puis là, il va occlure un vaisseau sanguin, une artère qui alimente une partie du cerveau qui est affectée. Pour cela, et ça c'est très important, pour cela, il y a maintenant un médicament. Parce qu'il s'avère que quand le caillot de sang vient se loger et diminue la perfusion sanguine à une partie du cerveau, le cerveau ne meurt pas instantanément. Il y a quelques heures où cette occlusion peut continuer sans qu'il y ait un dommage irréversible. Alors, si le patient se rend compte qu'il y a un problème, probablement un AVC, et la définition est très simple, tout d'un coup, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, et il appelle les ambulanciers qui l'amènent à une